Il existe une forme de silence que Carl Jung a étudié pendant des décennies, un silence qui n'est pas la paix, ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas l'introversion. C'est un silence qui cache quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus pernicieux. Et si quelqu'un près de vous pratique ce silence spécifique, Jung a laissé un avertissement clair. Cette personne vous hait probablement, mais pas comme vous l'imaginez. Elle vous hait d'une manière que vous ne pourrez jamais prouver. Elle vous hait d'une manière qui vous fera douter de votre propre perception. Et le pire, c'est que ce silence est conçu précisément pour ça, pour vous détruire sans laisser de traces. Aujourd'hui, vous allez apprendre à identifier exactement quel est ce silence, parce que tous les silences ne se valent pas, et confondre l'un avec l'autre peut vous coûter des années de souffrance inutiles, aux côtés de quelqu'un qui, secrètement, souhaite votre échec. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Jung a dédié une grande partie de sa vie à étudier ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'une personne cache, pas seulement aux autres, mais à elle-même. Ce sont les pulsions, les désirs refoulés, les ressentiments que nous considérons inacceptables. Et voici le point important. Jung a découvert que l'ombre cherche toujours à s'exprimer. Toujours. Elle ne peut pas rester complètement cachée parce qu'elle contient trop d'énergie psychique. Alors, elle trouve des façons de sortir, des formes indirectes, des formes qui permettent à la personne de nier ce qu'elle ressent vraiment. Et l'une des formes les plus sophistiquées que l'ombre utilise pour s'exprimer est le silence, mais pas n'importe quel silence. Un silence très spécifique, un silence chargé, un silence qui fonctionne comme une arme invisible. Nous allons explorer les 7 types de silence que Jung a identifiés, et je vais vous enseigner exactement comment reconnaître celui qui indique une haine contenue. Parce que, quand vous aurez terminé cette vidéo, vous ne confondrez plus jamais quelqu'un d'introverti avec quelqu'un qui vous veut du mal. Vous ne douterez plus jamais de cette sensation étrange que vous ressentez quand certaines personnes se taisent. Le premier type de silence est le silence réfléchi. C'est le silence de quelqu'un qui est en train de penser, de traiter l'information, de considérer ce que vous allez dire avant de répondre. Ce silence a une caractéristique très spécifique qui le distingue de tous les autres. La personne qui le pratique maintient un contact visuel doux. Son corps est relaxé. Il n'y a pas de tension dans sa mâchoire, ni dans ses épaules, et quand elle parle enfin, sa réponse a une connexion directe avec ce que vous avez dit. C'est un silence qui construit, qui ajoute à la conversation, qui démontre qu'on vous écoutait avec une attention génuine. Il n'y a rien de menaçant là-dedans. En fait, c'est un signe d'intelligence émotionnelle. Le deuxième type est le silence introverti. Jung a étudié longuement les personnes introverties et a compris qu'elles avaient besoin de pause pour recharger leur énergie. Leur monde intérieur est tellement riche qu'elles préfèrent parfois simplement y rester. Ce silence est neutre. La personne ne vous ignore pas. Elle est simplement dans son monde intérieur, en train de traiter des pensées, d'organiser des idées. Et il y a un signe clair qui le distingue. Quand la personne introvertie termine son silence, elle revient à vous de manière naturelle. Il n'y a pas de tension résiduelle, il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas cette sensation que quelque chose est resté non dit. Le silence se termine, et la relation continue exactement là où elle était, comme s'il n'y avait jamais eu de pause. Le troisième type est le silence de confort. C'est le silence qui existe entre des personnes qui se sentent complètement en sécurité ensemble. Elles n'ont pas besoin de remplir chaque moment avec des mots. Elles peuvent être dans la même pièce, chacune à son activité, et ressentir une paix profonde. Jung le décrivait comme une forme d'intimité avancée. C'est ce qui arrive après des années à se connaître. Quand 2 personnes peuvent être en silence ensemble, sans anxiété, ça signifie qu'elles ont transcendé le besoin de validation constante. Elles n'ont plus besoin de se prouver quoi que ce soit.
Elles n'ont plus besoin de s'amuser mutuellement tout le temps. Elles peuvent simplement exister ensemble, dans le calme. Le quatrième type est le silence d'épuisement. Nous l'avons tous expérimenté, des jours difficiles, des situations stressantes, des pertes, des déceptions. Parfois, nous n'avons simplement pas l'énergie de parler. Notre système est surchargé, et les mots requièrent un effort que nous ne pouvons pas faire. Ce silence est temporaire. Il a une cause identifiable. Et la personne qui le pratique le communique généralement d'une manière ou d'une autre. Elle dit « je suis fatiguée » ou simplement son langage corporel montre une fatigue genuine. Les épaules tombantes, les yeux sans éclat, la voix basse quand elle parle enfin. Il n'y a pas d'hostilité, seulement un besoin de repos, de récupération, d'un moment pour redevenir elle-même. Mais maintenant, nous arrivons au territoire dangereux, aux silences qui ne sont plus innocents. Le cinquième type de silence est le silence de déconnexion. Ce silence apparaît dans les relations qui meurent lentement. La personne n'a plus d'intérêt à communiquer, pas par haine, mais par indifférence. Elle a cessé d'investir émotionnellement en vous. Vous ne comptez plus assez pour qu'elle fasse l'effort de parler, de partager, de demander comment vous allez. Ce silence fait profondément mal, mais il n'est pas malin. C'est simplement la fin naturelle de quelque chose qui ne fonctionne plus. La personne ne cherche pas à vous faire du mal activement. Simplement, vous ne lui importez plus assez pour faire l'effort. C'est de l'abandon, pas une attaque. Le sixième type est le silence défensif. Celui-ci apparaît quand quelqu'un se sent attaqué ou menacé. Il se ferme comme un mécanisme de protection. Il arrête de parler, parce qu'il sent que tout ce qu'il dira sera utilisé contre lui. Mais il y a une différence cruciale avec le silence hostile. Le silence défensif vient accompagné de signes de peur, pas d'agression. La personne peut croiser les bras protectrices, éviter le regard parce qu'elle se sent vulnérable, se faire petite physiquement, s'éloigner subtilement. Elle se protège, elle n'attaque pas. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui se tait parce qu'il a peur et quelqu'un qui se tait pour vous faire du mal. Et finalement, nous arrivons au septième type, le silence que Jung a identifié comme le plus dangereux de tous, le silence hostile contenu. Ce silence est complètement différent de tous les précédents et il a des caractéristiques très spécifiques que je vais vous apprendre à reconnaître maintenant. Parce qu'une fois que vous les connaîtrez, vous ne pourrez plus jamais les ignorer. Votre inconscient les détectera automatiquement. Le premier signe du silence hostile est la sélectivité. C'est absolument crucial. La personne n'est pas silencieuse avec tout le monde, seulement avec vous, ou seulement dans certains moments spécifiques. Quand il y a des témoins, elle peut être parfaitement communicative, même charmante. Elle peut raconter des blagues, elle peut paraître la personne la plus chaleureuse de la pièce, mais quand vous êtes seul, quand il n'y a personne qui puisse voir ce qui se passe, le silence apparaît, dense, inconfortable, chargé de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, mais que vous sentez clairement. Jung expliquait cela comme une manifestation de la persona, le masque social que nous portons tous. La personne hostile a besoin de maintenir son image publique intacte. Elle ne peut pas montrer sa haine ouvertement, parce qu'elle serait jugée. Elle serait vue pour ce qu'elle est réellement. Alors, elle réserve ce silence pour les moments privés, pour les moments où personne ne peut valider votre expérience, pour les moments où c'est votre parole contre la sienne. Et devinez qui semble le plus crédible quand le monde ne voit que la version charmante. Antoine, par exemple, face à Sophie. La deuxième signal, c'est le timing. Le silence hostile apparaît à des moments stratégiques. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un hasard. C'est précisément calculé pour causer le maximum d'impact émotionnel. Quand vous partagez quelque chose d'important, quand vous avez besoin de soutien, quand vous célébrez une réussite, quand vous êtes vulnérable, juste au moment où vous auriez le plus besoin d'une réponse,
Le silence arrive, lourd, absolu, dévastateur. Imaginez ceci. Vous venez de recevoir une bonne nouvelle, une promotion, une reconnaissance, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous arrivez ému à l'idée de le raconter. Et au lieu de joie, vous trouvez le silence. Pas même un félicitation hypocrite. Rien. Juste rien. Comme si ce que vous avez dit ne méritait pas de réponse. Comme si votre joie était parfaitement irrelevante. Ceci n'est pas une coïncidence, c'est une précision calculée. Jung le reliait à l'envie contenue, l'une des composantes les plus toxiques de l'ombre humaine. La personne ne peut pas célébrer votre succès, parce que cela lui rappelle son propre échec. Votre éclat expose son opacité. Votre progression marque sa stagnation. Et au lieu de travailler sur elle-même, elle préfère éteindre votre lumière. Elle utilise le silence pour minimiser votre moment, pour rendre votre joie inconfortable, pour vous punir d'oser briller en sa présence. C'est cruel. La troisième signal, c'est ce que Jung appelait la micro-expression fugace. Juste avant que le silence ne commence, il y a un éclair, c'est rapide, tellement rapide que cela dure des fractions de secondes. Ça peut être un serrement de mâchoire, une respiration profonde contenue, une microseconde où les yeux s'assombrissent, un changement presque imperceptible dans l'expression faciale. C'est l'ombre qui se montre avant de se cacher derrière le silence. Cette micro-expression est si rapide que votre esprit conscient peut ne pas l'enregistrer. Mais votre inconscient le perçoit, et c'est pour cela que vous ressentez cet inconfort inexplicable, ce quelque chose qui ne va pas, cette sensation de danger que vous ne pouvez pas justifier rationnellement. Votre système nerveux a détecté la menace, même si votre esprit rationnel ne peut pas l'identifier avec précision. La quatrième signal, c'est la durée disproportionnée. Les silences normaux ont une fin naturelle. Ils arrivent, remplissent leur but et se terminent. Le silence hostile s'étend plus que nécessaire. Il se prolonge délibérément, bien au-delà de ce que n'importe quelle situation justifierait, parce qu'une partie de l'objectif est de vous faire sentir la tension, de vous faire douter, de vous faire demander ce que vous avez fait de mal cette fois. La personne hostile apprécie, à un niveau inconscient, ou même conscient, de voir votre inconfort, d'observer comment vous essayez de briser le silence avec des mots nerveux, comment vous vous efforcez de reconnecter, comment vous cherchez désespérément son approbation. C'est un jeu de pouvoir déguisé en rien, et pendant que vous luttez pour comprendre ce qui se passe, elle, il, gagne. La cinquième signal, c'est la négation postérieure. Si vous confrontez la personne à propos de son silence, la réponse sera invariable. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'étais juste en train de penser, tu exagères encore. Tu es toujours aussi dramatique. C'est la deuxième couche de l'agression. Non seulement on vous fait du mal avec le silence, mais après on vous fait douter que le mal ait existé. Jung mettait en garde contre cela extensivement. Il appelait ça l'invalidation de l'expérience d'autrui. C'est une forme de ce que nous connaissons aujourd'hui comme gaslighting. On vous fait croire que le problème est dans votre perception, pas dans son comportement. Et lentement, avec chaque négation, vous commencez à douter de vous-même. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez comprendre sur ce silence spécifique. Et c'est peut-être le plus perturbant de tout ce que je vais vous dire. Le silence hostile contenu est addictif pour celui ou celle qui le pratique. Jung a documenté que les personnes qui utilisent ce mécanisme développent une dépendance à celui-ci, parce qu'il leur donne quelque chose dont ils ont désespérément besoin, le contrôle. Ils ne peuvent pas contrôler leurs propres sentiments d'envie, de ressentiment ou d'infériorité. Ces sentiments les submergent, les consument de l'intérieur, mais ils peuvent contrôler votre état émotionnel. Ils peuvent vous rendre anxieux en restant simplement silencieux. Ils peuvent ruiner votre journée sans dire un seul mot. Ils peuvent transformer votre joie en confusion. Et cela leur donne une sensation de pouvoir
qui compensent, même temporairement, ce qu'ils sentent, qu'il leur manque. C'est pour cette raison que ce comportement se cesse rarement de lui-même. Ce n'est pas une erreur qu'ils vont corriger, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont surmonter avec le temps, c'est une stratégie qui fonctionne parfaitement pour eux, et tant qu'elle continuera à fonctionner, ils continueront à l'utiliser encore et encore, avec chaque personne qui leur permettra de le faire. Maintenant, je vais vous enseigner exactement ce que ça fait d'être du côté receveur de ce silence. Parce que valider votre expérience, c'est le premier pas pour vous en libérer. Si vous avez vécu cela, vous devez savoir que ce que vous avez ressenti était réel. Si vous avez été exposé à un silence hostile de manière répétée, vous reconnaissez probablement ces schémas internes. Premièrement, vous commencez à douter de vous-même, constamment, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Vous révisez vos mots encore et encore. Vous analysez vos actions, en cherchant l'erreur qui a provoqué le silence. Vous perdez des heures à parcourir mentalement des conversations passées, mais vous ne trouvez jamais rien. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Le silence n'est pas une réponse à quelque chose que vous avez fait, c'est une expression de ce que l'autre personne ressent intérieurement et décide de projeter sur vous. Deuxièmement, vous commencez à marcher sur des œufs. Vous devenez hyper vigilant. Vous mesurez chaque mot avant de le dire. Vous évitez certains sujets qui pourraient provoquer le silence. Vous vous faites petit. Vous devenez prudent au point de vous perdre vous-même. Mais ça ne fonctionne pas. Le silence vient de toute façon. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Il s'agit de qui vous êtes, de ce que vous représentez pour l'autre personne, de la blessure que votre simple existence active en eux à chaque fois qu'ils vous voient. Troisièmement, vous commencez à ressentir de l'anxiété anticipatoire. Avant même d'être avec la personne, vous sentez déjà le nœud dans l'estomac. Votre corps se souvient du schéma. Votre système nerveux est en alerte permanente, attendant le prochain épisode. C'est ce que Jung appellerait une réponse de l'inconscient. Votre psyché essaie de vous protéger de quelque chose que votre esprit conscient refuse encore d'accepter complètement. Votre corps sait la vérité, avant vous. Et quatrièmement, vous commencez à rationaliser obsessivement, à chercher des excuses pour l'autre personne. Il est stressé par le travail. Il a eu une mauvaise journée. C'est sa personnalité. Ce n'est pas sa faute. Ce mécanisme de défense est complètement compréhensible. Il est douloureusement difficile d'accepter qu'une personne qui est supposée vous aimer vous traite de cette manière délibérément. Il est plus facile de croire qu'il y a une explication innocente. Mais Carl Jung était très clair à ce sujet. Les schémas répétitifs ne sont pas des accidents, ce sont des révélations de caractère. C'est la vérité qui se montre encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons prêts à la voir. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de tout cela, la question que vous vous posez probablement depuis plusieurs minutes. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Qu'est-ce qu'il gagne à vous blesser en silence? Quelle satisfaction peut donner le fait de causer de la souffrance sans rien dire? Carl Jung avait plusieurs réponses à cela, chacune plus révélatrice que la précédente. La première, et la plus courante, est la pure et simple envie. L'envie est l'une des émotions les plus difficiles à admettre à soi-même. Personne ne veut reconnaître qu'il envie quelqu'un d'autre, c'est trop honteux, trop mesquin. Alors, elle se déguise, elle se transforme en silence, en froideur inexplicable, en manque de célébration face à vos succès. La personne qui vous envie ne peut pas se réjouir sincèrement pour vous, car votre succès lui rappelle sa propre stagnation. Votre bonheur est un miroir de son insatisfaction permanente, et au lieu de travailler sur elle-même, elle préfère éteindre votre lumière avec son silence glacial. C'est comme si Antoine ne supportait pas le bonheur de Sophie, un poison subtil. La deuxième raison est le ressentiment accumulé, non exprimé. Il peut y avoir quelque chose que vous avez fait il y a des années, quelque chose dont vous ne vous souvenez même plus, parce que pour vous c'était insignifiant,
Mais l'autre personne ne l'a jamais digéré, elle ne l'a jamais exprimé directement, elle l'a gardé comme un trésor sombre, et ce ressentiment a grandi silencieusement. Il s'est nourri de chaque interaction. Il est devenu quelque chose qui n'a plus de forme définie. Il ne s'agit plus de l'incident original. Il s'agit de tout ce en quoi l'émotion non exprimée s'est transformée avec le temps. Un monstre alimenté par des années de silence. Un peu comme une rancune qui se cache dans l'ombre. La troisième raison est la projection de l'ombre. Carl Jung en parlait constamment, parce que c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus courants et les plus destructeurs. Nous projetons sur les autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Si la personne a des impulsions qu'elle considère inacceptables, elle peut les projeter sur vous. Elle peut vous voir comme une menace, même si vous ne l'êtes pas, comme un rival. Même si vous ne rivalisez pas avec elle, comme quelque chose de négatif, même si vous n'avez rien fait de mal, pas parce que vous l'êtes, mais parce qu'elle a besoin d'un dépôt externe pour sa propre obscurité intérieure. Et la quatrième raison est le simple désir primitif de contrôle. Certaines personnes ont besoin de sentir qu'elles ont du pouvoir sur les autres pour se sentir en sécurité. Le silence est une forme de pouvoir parfaite, car il ne laisse aucune preuve. On ne peut rien vous reprocher de concret. Ils n'ont rien dit de mal. Il n'y a pas d'insultes à signaler. Il n'y a pas d'agression visible. Mais l'effet est là, indéniable. Ils vous ont contrôlé. Ils vous ont affecté. Ils ont changé votre état émotionnel. Et vous ne pouvez même pas signaler exactement comment ils l'ont fait. Parce que techniquement, ils n'ont rien fait. Mais calmez-vous, parce que la partie qui va le plus vous protéger arrive maintenant. Je vais vous enseigner exactement quoi faire lorsque vous identifiez ce silence chez quelqu'un de proche. La première chose que vous devez comprendre profondément, c'est qu'il n'est pas de votre responsabilité d'arranger cela. Carl Jung était absolument clair. Vous ne pouvez pas faire le travail d'individuation pour une autre personne. Vous ne pouvez pas guérir son ombre. Vous ne pouvez pas résoudre son envie ou son ressentiment à sa place. C'est un travail exclusivement leur. Et s'ils choisissent de ne pas le faire, c'est leur décision. Votre seule responsabilité réelle est de vous protéger vous-même, de préserver votre paix mentale, de prendre soin de votre bien-être émotionnel. La deuxième chose est d'arrêter de chercher des explications obsessivement. Chaque fois que vous essayez de rationaliser le comportement hostile de quelqu'un, vous lui donnez du pouvoir sur vous. Vous lui permettez d'occuper un espace précieux dans votre esprit, des heures de votre vie dédiées à comprendre quelqu'un qui ne veut pas être compris. La vérité est beaucoup plus simple que vous ne le souhaiteriez. Certaines personnes choisissent l'hostilité consciemment. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. Vous avez juste besoin de reconnaître que c'est là et d'agir en conséquence. La troisième chose est de faire pleinement confiance à votre perception. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, vous avez probablement raison. Votre inconscient perçoit des choses que votre esprit conscient n'a pas encore complètement traitées. Ce malaise que vous ressentez en présence de certaines personnes n'est pas une exagération. Ce n'est pas une sensibilité excessive. C'est de l'information pure. C'est votre psyché qui essaie de vous avertir de quelque chose d'important. Écoutez-la. La quatrième chose est de documenter intérieurement, pour vous-même, pas nécessairement pour confronter la personne, parce que cela fonctionne rarement avec quelqu'un qui utilise le silence hostile. Ils nieront tout. Ils vous feront vous sentir fou. Mais vous devez documenter pour vous-même, pour vous souvenir des schémas, pour ne pas tomber dans le piège du doute. Quand ils essaieront de vous faire croire que vous avez tout imaginé, votre mémoire des faits est votre ancre à la réalité. Et la cinquième chose, la plus importante de toutes, est d'appliquer ce que Carl Jung appellerait la distance psychologique stratégique. Vous n'avez pas besoin de couper le contact physique, si ce n'est pas possible ou pratique, mais vous devez protéger votre énergie émotionnelle férocement. Arrêtez d'investir dans quelqu'un qui n'a clairement pas de bonnes intentions envers vous.
Arrêtez de chercher son approbation, qui n'arrivera jamais sincèrement. Arrêtez d'espérer qu'ils changeront magiquement un jour. Acceptez ce qu'ils sont et protégez-vous en conséquence. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de béot que Carl Jung a découvert sur les personnes qui survivent à des relations avec des individus hostiles. Elles développent une capacité extraordinaire, une sorte de sixième sens affûté. Elles commencent à détecter l'hostilité cachée beaucoup plus rapidement qu'avant. Les silences qu'il leur fallait des mois ou des années pour identifier, elles les reconnaissent maintenant en quelques jours, parfois en quelques heures, parfois dans les premières minutes après avoir rencontré quelqu'un. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition développée à travers l'expérience. C'est votre inconscient qui apprend de ce que vous avez vécu. Et c'est un cadeau que personne ne pourra jamais vous enlever, une fois que vous apprenez à lire ces silences. Cette connaissance est vôtre pour toujours. Elle vous protégera dans chaque relation future. Elle vous évitera des années de souffrance. Elle vous permettra de vous éloigner avant que les dégâts ne soient profonds. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir avant que nous terminions. Quelque chose que Carl Jung a spécifiquement mis en garde et qu'il est crucial que vous compreniez. Les personnes qui pratiquent le silence hostile changent rarement vraiment, pas parce qu'elles ne le peuvent pas en théorie, mais parce qu'elles ne veulent pas le faire. Le silence leur fonctionne trop bien. Il leur donne ce dont elles ont besoin, sans s'exposer au risque de confrontation directe. C'est une stratégie parfaitement calibrée pour blesser sans conséquences visibles. Pourquoi abandonnerait-elle quelque chose qui fonctionne si efficacement? Votre meilleure protection n'est pas d'essayer de les changer. C'est une bataille perdue d'avance. Votre meilleure protection est de devenir graduellement indifférent à leur silence. Quand vous cessez de réagir, quand le silence ne vous affecte plus visiblement, vous leur avez enlevé tout le pouvoir d'un coup, et ceci, curieusement, est ce qui les déstabilise le plus. Parce que leur seule arme ne fonctionne plus sur vous, et ils ne savent plus quoi faire quand leur stratégie principale échoue. Vous venez de découvrir quelque chose que Carl Jung a documenté il y a presque un siècle, mais que trop peu enseignent avec une telle clarté. Vous avez appris à différencier sept types de silence. Vous avez identifié les 5 signaux spécifiques du silence hostile contenu. Vous avez compris les 4 raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent cette forme d'agression passive. Et maintenant, vous avez des outils concrets pour vous protéger. Ce type de connaissance n'est pas quelque chose que l'on trouve partout. C'est de la psychologie profonde, appliquée à des situations réelles de votre vie. C'est une information qui peut complètement changer la façon dont vous naviguez vos relations, comment vous vous protégez, comment vous choisissez qui laisser entrer et qui maintenir à distance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous appréciez vraiment ce type de contenu qui vous donne du pouvoir. Le bouton « Super Thanks » est juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas seulement une façon de soutenir cette chaîne financièrement, c'est une manière de dire « cette connaissance a de la valeur ». Continuez à révéler ce que d'autres préfèrent cacher. Chaque soutien permet à des vidéos comme celle-ci d'atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre exactement cela. Des personnes qui, en ce moment, souffrent du silence hostile de quelqu'un et ne savent pas comment le nommer. Maintenant, une réflexion finale importante. Jung croyait fermement que la connaissance de l'ombre d'autrui nous protège, mais la connaissance de notre propre ombre nous libère véritablement. Alors, je vous invite à vous poser une question honnête. Vous êtes-vous déjà servi du silence comme d'une arme? Pas pour réfléchir, pas pour vous reposer, pas pour traiter des émotions légitimes, mais pour punir quelqu'un, ne pour contrôler une situation, pour exprimer quelque chose que vous n'osiez pas dire à voix haute directement? Si la réponse est oui, il n'y a aucun jugement de ma part, seulement une opportunité de faire différemment à partir de maintenant. Parce que l'hostilité exprimée en silence ne disparaît pas magiquement. Elle se transforme seulement. Elle devient distance permanente.
elles se transforment en relations qui n'atteignent jamais une profondeur réelle, en connexions superficielles où personne ne dit vraiment ce qu'il ressent. Et si la réponse est non, si vous avez été principalement réceptrice de ce type de silence durant votre vie, alors votre travail est différent, mais également important. Votre travail, c'est d'arrêter de le porter comme si c'était le vôtre, comprendre profondément que le silence hostile d'une autre personne parle exclusivement d'elle, et non de vous, et vous donner la permission de vous éloigner de qui choisit de vous blesser de la façon la plus lâche possible, sans dire un seul mot, sans vous donner l'opportunité de répondre, sans le courage de vous affronter directement. Commentez ici en bas combien de ces silences vous avez expérimenté dans votre vie. Un nombre suffit. Et s'il y a une histoire que vous avez besoin de raconter, cet espace est SR pour le faire. Parce que parfois, nommer ce que nous vivons est le premier pas pour finalement le guérir.